Vous êtes sérieux là? Non, j'attends quand même que le monde soit installé. Parfait. Bien. Monsieur le Consul, chers membres, mesdames et messieurs, Olivier, Carl, c'est un plaisir de vous trouver ce soir et c'est un plaisir, puisque c'est encore la période, de présenter tous nos vœux de succès, de réussite. Un petit peu de travail, juste un petit peu de soucis, mais énormément de plaisir pour 2014. De façon un peu particulière, à laquelle nous n'étions pas habitués, mais voilà, j'espère que 2014 ira beaucoup mieux, et notamment au plan financier. Voilà, je suis encore en 2013, désolé. Ah bah oui, tiens. Ah, oui. Le déroulement de la petite réunion ce soir, et bien après cette introduction, Christine va vous présenter les activités du club. Et puis ensuite, Carl et Olivier prendront la parole sur la thématique Paris-Berlin et Alger-Paris. Mais étant donné que c'est la première réunion quand même de l'année, qu'on n'a pas eu une dernière l'année dernière, c'est pour ça peut-être que j'ai mis 2013 aussi. Je voulais juste faire un tout petit résumé de ce qu'on a fait l'année dernière. Mais au milieu, il y a un logo qui est tout nouveau. C'est le logo des réseaux du club d'affaires franco-allemand. Puisqu'on a décidé déjà à Lille en 2012 de créer un logo commun, je crois les centres franco-allemands de Provence. Ensuite, on s'est associé à une action de la Chambre franco-allemande de commerce et d'industrie. C'était un petit déjeuner autour du thème des champions cachés français, qui était surtout monté par les centres franco-allemands de Provence, mais aussi les universités. C'était encore une fois proposé en fait de présenter les cursus universitaires franco-allemands. Donc ça va être surtout des risques industriels, organisés avec un rôle de compétitivité risque, mais aussi des personnes qui Alors, on nous a demandé de présenter Alger-Paris, mais effectivement, il faut qu'on en passe par Paris-Berlin. Alors, Paris-Berlin, je vais ramener quelques-uns, vous connaissez peut-être. Effectivement, ça a été fondé par un de mes Pierre Janin, qui était un de mes collègues. On était ensemble vice-président du groupe Publicis. Donc, j'ai un parcours un peu long en communication, c'est pas le sujet ce soir. Mais Pierre et moi dirigeons une partie du cabinet de Maurice Lévy sur les affaires européennes. Et Pierre est parti à la retraite en 2004 et il avait commencé sa carrière comme journaliste en 61, au moment où on monte le mur de Berlin, pour Europe 1. Et il a dit, au moment de sa retraite, moi je rentre, je reviens à les affaires franco-allemandes et je crée ce magazine. Donc, on se connaissait, 2 ans plus tard, c'était difficile, c'était même très difficile. Et Pierre était un peu atteint par la limite d'âge. Et moi-même, je quittais le groupe Publicis pour recréer une agence de contenu européen, qui encore une fois n'est pas l'objet ici, mais qui est assez importante. On est une trentaine dans le conseil et la production de contenu en Europe, et Pierre m'a cédé la responsabilité du magazine Paris-Berlin. Les Allemands écrivent en allemand quand ils sont en France, les Français écrivent en français quand ils sont en Allemagne. Donc aujourd'hui on a 3 rédactions. Une rédaction à Berlin de 5 personnes, qui est dirigée par Cécile Cala, qui était la correspondante du Monde à Berlin, par Kim Rahir à Paris, qui était à la FAZ auparavant, un long parcours en Allemagne et en Autriche. Et on a un binôme franco-allemand à Bruxelles, Jacques Dokier, qui a créé les Échos à Bruxelles, et Sylvia Schreiber, qui est une journaliste allemande. Et il travaille en binôme. Passionnant parce qu'il a le spectre le plus large possible, il parle de politique. On a pour ça installé un club de prospective européen, je préfère appeler un club plutôt qu'un think tank, dans lequel on a réuni des patrons français et allemands. Donc aujourd'hui, on va retrouver Siemens, Bosch, BASF, Volkswagen, EDF, Arte, etc. On a une vingtaine, Mazars, SCP Europe, etc. On a une vingtaine d'entreprises puissantes dans le franco-allemand qu'on réunit régulièrement autour de problématiques plus ou moins pointues en fonction des gens dont on parle. Si ce n'est les Allemands, qui sont très contents de nous trouver, mais si ce n'est aussi les Français, qui sont très contents d'avoir la caution allemande pour parler aux Algériens. Donc la force aujourd'hui du Alger-Paris, c'est de pouvoir s'appeler Paris, Berlin, Alger, ce qui nous est demandé par les Allemands, qui nous soutiennent, donc très concrètement, que ce soit l'ambassadeur d'Allemagne, que ce soit sur place, le patron du Goethe, que ce soit la chambre de commerce germano-algérienne qui nous offre des locaux, qui
peut-être les premiers qui nous ont accueillis d'ailleurs, avec beaucoup d'opportunisme, mais aussi beaucoup de gentillesse. Et aussi Siemens, qui nous a accompagnés. Alors c'est vrai que c'était une relation très personnelle avec Siemens, hein, c'est vrai. Mais en même temps, ils ont très bien compris ce qu'on faisait là-bas. Ils se sont dit, il vaut mieux être là-bas avec que contre. Ou en tout cas, il faut... Enfin, je crois qu'ils nous aiment bien. Je pense que Paris-Berlin a un crédit sympathique qui est absolument réel. En 100 numéros, on n'a jamais eu de problème ni avec la chancellerie, ni avec l'Élysée. Et pourtant, je pense qu'on est mi-tendre avec l'un à l'autre. On dit ce qu'on a à dire de manière extrêmement analysée, déchiffrée, décryptée. Et de fait, avec l'Allemagne, ce qui est chouette, et avec la France, c'est qu'on a un vrai débat de fond avec les uns et les autres. Donc Alger-Paris est né sur cette promesse-là, plus clairement. On a de la même manière créé un club d'entreprise, parce que l'idée pour nous, c'est quand même de... l'idée n'est pas de gagner de l'argent, mais surtout pas d'en perdre quand même, et d'essayer d'amortir ce projet, qui est quand même un projet aussi infiniment complexe. Alors, on a essayé de créer un club d'affaires, pour l'instant, franco-algérien, qui est dirigé par un Algérien. Alors, le problème de l'Algérie, vous connaissez sans doute, c'est que 80% de l'économie est issue de l'économie socialiste, de M. Boumedienne, et publique. Donc, c'est l'État. Il n'y a pas d'entreprise en Algérie. Il y a 20% d'entreprises algériennes, donc c'est très peu. Ils pèsent rien, ils n'exportent pas, ils n'ont pas le droit d'exporter d'ailleurs. Il y a qu'un cas actuellement qu'on voit dans la presse, c'est le cas d'Isaac Rebrab qui a racheté Oxo, les fenêtres en PVC, et qui va peut-être venir au secours de Fagor, grâce à l'amitié maintenant entre ministre Ben Younes et M. Montebourg. Mais cette économie privée n'a pas de raison vraiment de sortir des frontières, elle n'a pas le droit, théoriquement, même si en Algérie tout est possible. On a les 6 premières entreprises algériennes qui ont tout de suite abondé cette aventure à Alger-Paris. Côté français, c'est infiniment complexe, quel que soit avec qui on traite. Il n'y a absolument plus d'argent, dit-on. Il faut dire que l'argent français à l'étranger, c'est toujours les mêmes. C'est notre CAC 40, hein, donc on retrouve les mêmes. Hein, ils sont tous très sympathiques à force. Mais comme ils viennent au secours de l'absence d'argent public, ils en ont un peu marre de porter la France partout dans le monde entier. Hein, qui s'appelle M. Demès, M. Chaussade, qui s'appelle M. Mestralet. Chaque fois, ils passent à la caisse. Donc, ils portent l'action publique de la France à l'étranger, ce qui commence à les fatiguer, surtout sur un monde algérien où effectivement il y a des potentiels absolument énormes, mais où on est extrêmement attaqué par les Allemands, qui deviennent maintenant 5e fournisseur de l'Algérie. On était promis très haut et très loin. Maintenant, on est passé 2e derrière les Chinois. Et nos affaires ne vont pas si bien. Elles ne vont pas si mal non plus. Il y a eu une vraie prise de conscience politique aujourd'hui. Il semblerait que le gouvernement ait pris un axe plus franco-algérien que franco-allemand, même si c'est en train de changer peut-être grâce à M. Steinmeier et à l'accélération social-démocrate de notre président. Pour l'instant, la priorité du gouvernement, c'est clairement le franco-algérien. D'où une très grosse rencontre de 9 ministres le 16 décembre à Alger, d'où des allées-venues de ministres aujourd'hui, tous azimuts, de l'université, de l'industrie, etc., etc. Donc pour l'instant, on le traite de manière extrêmement politique, de politique à politique, et on verra si les Algériens, qui jouent de l'histoire comme nous on a joué avec les Allemands, ils reproduisent un modèle qui est celui d'une Allemagne paiera. Les Algériens disent les Français n'ont pas fini de payer. Donc voilà, enfin payer la mémoire, cette mémoire qui n'a rien à voir d'un pays à l'autre, et une mémoire qui entre les Français et les Algériens n'a jamais été vraiment travaillée, ou mal, ou pas compris, et en tout cas beaucoup utilisée. C'est donc un sujet difficile, cette mémoire, elle est centrale entre l'Algérie et la France. On revient à un débat le 20 janvier qu'on a fait avec les 3 acteurs importants qui sont Benjamin Stora, l'historien français de Constantine qui est le plus accepté par les Algériens, avec Alfred Grosset en tant que pape du franco-allemand, et avec Dominique Volton, le patron du CNRS, sur le langage et la communication. La salle, ça a vite dégénéré, les pancartes, les écriteaux, alors on mélange les harkis, les pieds noirs, les colons, les militaires, ça part dans tous les sens. Et c'est compliqué à gérer parce qu'ils sont en attente de réponses que 50 ans d'histoire de décolonisation n'a jamais apporté. Ils n'ont jamais eu de réponse à quoi que ce soit.
et leur État ne donne aucune réponse à des questions extrêmement logiques. Ça, c'est pour moi du vrai franco-allemand, celui qui va dans l'unité, non pas évangéliser, mais discuter et faire profiter de l'expérience de quelques années dans cette affaire-là. C'est tout à fait étonnant dans les débats publics qu'on a pu avoir en Algérie, comment ces paroles de réassurance ou d'assurance sont entendues. C'est tout à fait étonnant. C'est tout à fait étonnant. Ça coûte rien de le faire en plus, donc il faut le faire, je crois. Oui, il faut travailler beaucoup avec Madame Rainer. J'ai vu sur une page. Voilà. Non, enfin, il donne pas de l'argent, il gagne pas d'argent. On en perd un peu. Il donne de l'argent, donc 50 000 € par an. Le plus gros budget franco-allemand non subventionné, ils sont adhésion. Généralement, on coproduit une conférence ensemble. Voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est simple. Lors des subventions, 200 entreprises ont divisé par 2 en 2014. C'est un drame, le franco-allemand. Ambassadeurs français et allemands d'excellente qualité, ils sont absolument adorables. J'ai monté les rencontres France-Allemagne de Mazir à Versailles avec Madame Rainer. Mais ils ont été. Leur travail est fait. Chacun fait ce qu'il peut. D'accord, merci. Oui, je crois que la chance qu'on a, c'est qu'on a une espèce de fenêtre politique favorable. Et ça, c'est vraiment de l'idée, c'est l'idée au bon moment. Je pense qu'on a vraiment besoin de part et d'autre. Surtout nous, quoi. On voit aussi qu'il y a beaucoup de structures qui essaient de se monter, qui n'émergent pas pour diverses raisons, que ce soit... C'est vrai que ça a été la première réaction que j'ai eue à une conférence aussi intéressante que ça sur une opportunité que